Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Ce soir on débriefe le Grand Prix d'Italie à Monza, le Grand Prix de Formule 1. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, si vous avez aimé ou pas aimé cette course. N'hésitez pas à me dire quel pilote vous avez apprécié, quel pilote vous a déçu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne quand YouTube n'a pas de problème. N'hésitez pas également à aller voir sur TikTok l'Amérique Production, le lien dans la description pour l'Amérique Production tout attaché. N'hésitez pas à aller voir EPS 2.0 sur Spotify. N'hésitez pas également à vous abonner. Pourquoi? Parce qu'on va parler de plein de choses dans cette vidéo. Bilan des Bleus, pilote au top, pilote flop, enfin les bonnets d'âne, la note du Grand Prix. Et pour une fois, en plus, en temps et en heure. Le Grand Prix, c'est fini il y a 20 minutes à peine. Et on enregistre déjà le débrief et il sera en ligne ce soir. Ce qui est assez rare du côté de la Formule 1 sur la chaîne. Course intéressante. Bon, dans la continuité de cet été avec Verstappen, c'est-à-dire un Verstappen dominateur, Ferrari qui a pris quand même plus de risques que d'habitude, qui tente de redresser la barre, mais même en prenant des risques, tu vois que la Red Bull est quand même devant en termes de performance parce que ils avaient un autre aileron, un aileron vraiment faible, un aileron spécial Monza. Alors que chez Red Bull, on avait un aileron plutôt typé circuit à faible résistance à l'air, mais qui n'était pas spécialement conçu pour Monza. Et on voit que pour le moment, la Red Bull est là, que malgré le fait que chez Ferrari, on ait mis plus de puissance au niveau du moteur, eh bien Verstappen arrive toujours à être performant. Dommage quand même ce restart que nous n'avons pas eu, du fait que la direction de course on a décidé autrement. On ne devrait pas arriver sous safety car dans ce genre de cas si on a peur qu'on puisse pas redémarrer, qu'on puisse pas faire de restart derrière safety car, on met un drapeau rouge. Mais je trouve ça dommageable qu'on arrive sous safety car, je trouve ça toujours un peu con. Alors en NASCAR par exemple, ils font 2 tours en plus. C'est pas possible en Formule 1 vu que les réservoirs sont quand même pas mal bloqués. Mais ça serait intéressant d'interdire ces arrivées de course sous safety car, de trouver une solution si on a un accident, imaginons dans les 7-8 tours de la fin de la course, et bien forcément on se mettrait dans une situation de drapeau rouge et pas de safety car. Bon. Verstappen donc dominateur encore. Et puis derrière la bonne surprise, la très belle performance de Nyck De Vries, mais je rappelle que le monsieur a quand même été champion de Formula I. C'est même je pense la première fois qu'un champion de Formula I marque des points en championnat du monde de Formule 1. Il a été, je rappelle, champion de F2. Alors certes, il a mis du temps avant d'être champion de F2, mais l'année où il est champion de F2, il bat Latifi. Donc c'est pas une surprise de le voir battre Latifi chez Williams, plus que ça. Et puis Aston Martin, pas du tout dans le coup de ce week-end. On va faire un petit point sur la F3 et la F2. Petit point F3 F2, pourquoi? Parce que il y a des choses à dire dans ces deux championnats. La F3 n'est pas encore la F2 pardon n'est pas encore finie, mais la F3 s'est terminée ce week-end. On fera un bilan même de la F3 cette semaine, je pense. On va essayer de le faire cette semaine où on reviendra un petit peu sur ce championnat. J'ai vu beaucoup de courses de F3, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu beaucoup de manches de Formule 3, que ça soit en direct ou souvent en replay. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de points F3 pendant la saison, parce que souvent je les ai vus en fin de semaine, ces épreuves. Le titre pour Victor Martins, ça c'est sûr, c'est assuré. C'était l'objectif cette année pour Victor Martins. Il y a eu des manches plus compliquées que d'autres, je pense notamment la Belgique, je pense la Hongrie, qui n'ont pas été fantastiques pour Victor. Par contre, il a fait vraiment un top score, c'était du côté de Bahreïn, également du côté de l'Espagne. Et à Zandvoort, c'était pas mal aussi, donc il a fait vraiment des très très bons scores sur ces courses-là.
même si en Belgique, voilà, il n'a pas marqué beaucoup de points. Le titre pour Victor Martins, alors derrière, c'est encore sujet à discussion, hein, parce que pour le moment, Zayn Maloney est deuxième, sauf que Prema a porté réclamation parce qu'on aurait changé les pneus à Zayn Maloney pendant une situation de drapeau rouge. On va parler également donc devant Oliver Biermann, qui est, je pense, c'est la belle confirmation, aussi la belle performance cette année du Britannique, 133 points. Alors certes, chez Prema, on n'a pas réussi à remporter le championnat, mais Biermann, c'était quand même pas mal. C'est dommage, c'est Imola. Ça lui coûte cher ce 0 pointé à Imola. Mais il a fini très très fort sur la fin de saison, un peu comme Caio Colette aussi, qui a fini fort mais qui a été un peu trop inconstant. Isaac Hadjar, qui est pour moi la révélation de cette année, et j'espère qu'il aura un bon volant en Formule 2 parce qu'il a été très très bon, Isaac Hadjar. Pour moi, c'est plus impressionnant Isaac Hadjar que Martins, parce que Martins, il est redoublant, il a fait en plus 2 saisons de Formule Renault. Alors, lui, il a eu la passation entre la Formule Renault classique et la Formule Renault régionale. Mais c'est un pilote qui a déjà beaucoup de saisons en course automobile. Isaac Hadjar, il en a beaucoup moins en monoplace. Faire ce qu'il a fait, c'est dommage, il se plante à Monza parce que c'est là où il prend vraiment une tôle, je dirais, c'est du côté de Monza avec cette erreur en qualification, hein, il met les 2 roues dans le gravier à la Parabolica. Mais sinon, ça a été très bon pour Isaac Hadjar, certainement en F2 l'année prochaine. La déception pour moi, c'est quand même Arthur Leclerc, mais des trop mauvaises qualifications. Alors certes, il remonte bien en course, mais en qualif, c'est tellement de catastrophe que on peut pas. Et puis, il fait quand même pas une très grande fin de saison. Arthur Leclerc, Caio Colette, il s'est réveillé quand même très tardivement, le pilote brésilien. Là aussi, c'est un petit peu une déception pour lui. Et puis après, ça n'a pas été facile pour quelques pilotes. Je pense à Enzo Trulli qui marque pas de points. Je pense à Zandelli également qui ne marque pas de points. David Schumacher qui n'a encore pas marqué de points cette année. Grégoire Saucy, 16e, 30 points. Il y a eu un très bon début et puis après derrière, il n'a pas réussi à enchaîner. Ça a été vraiment compliqué sur la suite. Roman Stanek aussi qui a fait quand même des pas mauvaises choses sur sa saison. Le Tchèque avait eu un premier week-end très compliqué avec des problèmes techniques. Enfin voilà, le point sur cette saison de Formule 2, de Formule 3 pardon, qui a été pas mal. En Formule 2, pas de titre pour Théo Pourchaire. Drugovich a déjà remporté le championnat. Il restera encore une course du côté des Émirats Arabes Unis. C'est vraiment totalement mérité pour Drugovich, qui a été un pilote très constant cette année. Pas d'erreur sur sa saison à Drugovich. Il a marqué des points sur chaque meeting et c'est ce qu'il faut dans un championnat de Formule 2. C'est pas toujours les plus rapides qui s'imposent, mais les plus constants. Et du côté de Théo Pourchaire, beaucoup trop d'erreurs. Et beaucoup trop d'erreurs depuis quelques meetings. Il finit vraiment pas bien sa saison, Théo Pourchaire. Il a fait beaucoup trop de fautes. Je pense également en Azerbaïdjan où il fait un mauvais week-end. Et ça coûte très cher également à Théo Pourchaire. Je pense qu'il n'est pas encore prêt pour la Formule 1 et c'est un problème mental plus que de qualité de pilotage. C'est vraiment mentalement où parfois il a craqué et il ne faut pas qu'il reproduise ça. Je pense notamment en Arabie Saoudite. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs cette année pour Pourchaire. Logan Sargent 3e, Fittipaldi 4e. Plutôt une belle performance quand même de Fittipaldi cette année. Liam Lawson seulement 8e, comme Daruvala. Chez Red Bull, on a du mal à trouver la relève. Denis Auger aussi 11e, c'est pas fou. Clément Novalak 15e. Ça demanderait à revenir en F2 du côté de Clément Novalak, mais j'ai peur que pour la Formule 1 par contre ça soit compliqué. Et puis parmi les coureurs qui n'avaient rien à faire là, je pense notamment à Maury Cordel, je pense à Jake Hughes aussi qui n'a pas été très impressionnant, ou Roberto Merri qui a fait un meeting, mais voilà, il y a des pilotes qui je pense n'avaient rien à faire là. Je pensais à Yuri Vips aussi par exemple, et qui c'est pas une grande saison de Amaury Cordel aussi, c'est pas une grande saison de F2 qu'on a vu sur nos écrans. Vraiment, c'est même Drugovich en termes de niveau, c'est difficile à évaluer parce que encore une fois l'année a pas été fantastique. Note du Grand Prix, j'ai mis 13 sur 20.
Pourquoi? On a un Grand Prix d'Italie classique, c'est-à-dire c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus catastrophique. C'est vrai qu'on a eu ces dernières années quelques très belles courses du côté de Monza. On pense à la victoire de Pierre Gasly, mais même l'année d'après avec Ricciardo. Cette année, on est revenu sur un Grand Prix d'Italie un peu plus classique avec un week-end ensoleillé. C'était pas catastrophique en termes de spectacle, mais on voit bien que la plupart des dépassements, ce sont des passages dus au DRS, sauf par exemple le magnifique dépassement de Hamilton sur Gasly et Ricciardo. Je crois à ce moment-là c'était Ricciardo ou Norris, je ne sais plus, je crois que c'était plutôt Norris du côté de McLaren où il a fait un magnifique dépassement. Donc voilà, 13 sur 20, c'est pas un week-end catastrophique. On aurait peut-être aimé une course sprint aussi. Je pense que Monza c'est un circuit qui se prête bien aux courses sprint. Donc voilà. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence avec Pierre Gasly. Un week-end moyen pour Pierre Gasly. Alors, il a profité des nombreuses pénalités de ses adversaires pour prendre un bon départ sur la grille. Il est parti cinquième sur la grille de départ, donc ça c'était vraiment bien, avec quand même un temps en Q3, il me qualifie en Q3, donc c'était quand même un peu mieux que d'habitude. On sent que par contre en course, la voiture est pas fantastique, cette AlphaTauri, ils n'ont pas réussi à en faire grand chose. Ils ont tenté d'apporter des évolutions tardivement, d'essayer vraiment de comprendre le marsouinage, ce genre de problème. Mais on s'aperçoit que les points marqués sont assez peu nombreux sur cette deuxième partie de saison. Donc voilà, une 8e place, c'est quand même mieux que rien, je dirais. Ça sauve un peu le week-end, mais voilà, en termes de pilotage, il peut pas faire mieux. Il y a un moment, la voiture, elle est pas bonne. Et c'est le problème pour Pierre. La performance de cette machine n'est pas excellente, n'est pas suffisamment bonne pour réussir à être plus performant. Donc voilà, il se contente seulement de la 8e place. Il a vécu en plus une course très frustrante parce qu'il galère derrière Ricciardo, il trouve pas la solution. Derrière, il regalère encore derrière Norris, donc il a vraiment vécu une course derrière les McLaren. C'était la vengeance de sa victoire en 2020 où il avait battu Sainz qui était sur une McLaren où il avait déjà battu Sainz à Sao Paulo quand il avait fait la 2e place. Mais là, ça a été compliqué pour Piero Gasly ce week-end. Il n'y avait pas le suffisamment de performance pour passer devant. Esteban Ocon, 11e du Grand Prix. Week-end pas top d'Esteban Ocon, en retrait par rapport à Fernando Alonso en termes de rythme. Il était derrière Esteban Ocon. Alors certes avec des pénalités en plus sur la grille de départ, il partait seulement 14e, mais il était un peu derrière Fernando pendant tout le week-end. Et Fernando, c'est dommage, il a son problème technique, encore un problème de fiabilité chez Alpine, ça a été assez récurrent cette année. C'est compliqué quand même de faire mieux aujourd'hui au championnat constructeur avec autant d'abandon et sur problème de fiabilité. C'est un problème vraiment qu'ils devront régler l'année prochaine Alpine s'ils veulent progresser, c'est de trouver de la fiabilité parce que cette année il y a eu beaucoup trop de problèmes techniques. Du côté d'Esteban Ocon, en retrait par rapport à Fernando. En course, le rythme était moins bon. Il a eu un Grand Prix pénible où il devait remonter, mais au final il gagne que 3 places. Il est pas dans le rythme pour aller chercher mieux. Esteban sur ce week-end, c'est dommage. Il est quand même loin, on va dire presque des points, parce que vous allez me dire il est qu'à 4 dixièmes, oui, mais 4 dixièmes. C'est l'écart par rapport aux arrêts au stand et au safety car. En réalité, il était vraiment loin, Esteban, pour aller chercher les points. Il n'y avait pas un très grand rythme ce week-end. Et c'est dommage parce que, on voulait voir les progrès moteurs de Alpine. J'ai l'impression qu'au niveau moteur, c'est encore pas suffisant en termes de performance moteur du côté de Renault, qu'il faudrait avoir encore des chevaux supplémentaires pour aller chercher les premières places. Et c'est donc dommageable parce qu'en prenant autant de risques en termes de fiabilité, ils n'arrivent pas à aller chercher beaucoup plus de rythme que leurs adversaires. Alors ils ne sont pas largués au niveau moteur, mais ils ne sont pas au-dessus. Ils sont un petit peu même gérés en retrait. Peut-être également qu'on a eu du mal avec les réglages, avec les pièces à porter. Ça ne marchait pas très bien ce week-end du côté de Alpine. On passe tout de suite au coureur au top. Les pilotes au top, 3 pilotes au top, 3 pilotes flop. Je commence du côté des pilotes au top avec Verstappen. Intouchable encore,
Dès qu'ils... C'est-à-dire que Red Bull, ils sont tellement en confiance qu'ils ont sacrifié les qualifications pour faire une bonne course. Il faut quand même être sacrément dans une situation, d'être sacrément en confiance, d'avoir sacrément de marche sur ses adversaires pour faire ça. C'est-à-dire que Verstappen, ils ont mis plus d'ailerons voilà, pour la course. Ça a été l'avantage de mettre plus d'ailerons à Monza, c'est que tu as moins de dégradation au niveau des pneus, parce que tu as moins de problèmes au Lesmo. Et à Ascari aussi et à la parabolique tu peux sortir beaucoup plus fort. Le problème c'est la traînée aéro, mais encore une fois avec le DRS on a perdu tout intérêt de compromis en termes de réglage. C'est que tu peux tenter ce type de réglage alors qu'à Monza avant c'était très compliqué avant la réapparition du DRS de mettre beaucoup d'ailerons. Avant, vraiment mettre peu d'ailerons, c'est un réel avantage pour la course. C'est plus le cas aujourd'hui parce que tu as le DRS. Donc forcément, quand tu mets plus d'ailerons mais que tu es dans le peloton, on a vu Verstappen, il a absolument pas été gêné dans le peloton. Et quand il avait le DRS, bam, ça partait, ça sortait fort de la parabolique. Et puis ensuite, bam, DRS. Plus de traînée aéro, donc le désavantage de mettre de l'appui, il en avait en fait que très peu de désavantage de mettre de l'appui. Et c'est tout le problème du DRS, je trouve, c'est que par exemple Sao Paulo sur d'autres pistes ou Manicourt, même aujourd'hui si on allait à Manicourt avec le problème de DRS, Manicourt, Sao Paulo, c'était des vrais circuits de compromis entre mettre de l'appui et être performant dans la portion technique ou tenter d'être débraqué un peu au niveau des ailerons et aller vite dans la portion extérieure. Et ben c'est des pistes où avec le DRS ça a cassé totalement ça. Pareil ici, comme Verstappen l'a bien montré, on peut rouler avec beaucoup d'appui à Monza. Il a eu la chance d'avoir le safety car, de ne pas avoir de restart. Donc en plus quand vous avez la stratégie qui marche, c'est super. Et puis derrière, pendant le week-end, voilà, ils ont été fantastiques du côté de Red Bull. Ils ont la voiture qui est la plus rapide sur ce type de circuit en plus. Il était vraiment intouchable Verstappen. Même si, imaginons, Leclerc fait pas son premier arrêt sous la VSC. Alors déjà, ça veut pas dire que Verstappen l'aurait pas fait. Et ensuite, de toute manière, il y aurait eu une seconde 5. Je pense que vu le rythme qu'avait Verstappen, la seconde 5, elle aurait pas duré longtemps. Et donc c'était plutôt intelligent de la part de Ferrari de tenter cette stratégie avec Charles Leclerc. Le problème c'est qu'il n'y a pas eu de redémarrage de la course pour Charles. Deuxième pilote au top, Sainz. Bon week-end, bon Grand Prix de Sainz. Je mets pas Leclerc, je mets Sainz. Pourquoi ? Parce que Sainz, il partait de très loin sur la grille et il a rarement été hyper performant dans ce genre de situation. C'est un pilote qui est pas forcément le meilleur sur les dépassements. Il y a mieux que lui en termes de pilotage, on va dire agressif. Quand vous devez remonter 10 positions, 15 positions, les premiers tours de course, on l'a vu avec Verstappen, sont vraiment prépondérants. Et là, je trouve qu'il a vraiment été bon sur ses premiers tours de course Sainz, où il a vraiment fait le job, il a vraiment trouvé la solution à un certain moment. Derrière, au niveau de la stratégie, on l'arrête très tard, il fait beaucoup de tours avec ses médiums et il avait un très bon rythme avec les médiums et il finit quatrième quand tu pars aussi loin sur la grille de départ, même si on est à Monza, c'est plutôt pas mal. Pour Carlos Sainz et il a vraiment fait une très très belle course. Il avait vraiment beaucoup de rythme en course, un peu moins en qualification en essai libre, mais en course ça allait vraiment bien pour Sainz. Et malgré le fait que j'étais plutôt inquiet sur le fait qu'il parte de loin et que je me disais il aura peut-être du mal à remonter, et il fait encore une belle course Sainz. Alors c'est dommage, il y a encore par rapport à Leclerc un petit écart de performance. Et ça serait bien qu'il le règle, cet écart de performance Sainz, mais je trouve qu'il a quand même fait une belle course aujourd'hui. Leclerc aussi en passant, mais je trouve que c'était un peu plus impressionnant pour Sainz que pour Leclerc qui partait, je rappelle, en pole position. Et puis je termine avec Nyck de Vries sur la Williams. Finir dans les points pour son premier Grand Prix, c'est plutôt pas mal. Le dernier qui avait fait ça, c'était Zhou. Mais on rappelle qu'il y a pas mal de champions du monde qui ont fait ça, notamment Alain Prost, qui avait réussi à l'époque. C'était encore plus performant parce que à l'époque c'était les 6 premiers seulement qui marquaient des points en Formule 1 à l'époque d'Alain Prost. Nyck de Vries, impressionnant,
Mais encore plus parce que je rappelle que samedi, il n'était pas prévu qu'il roule. Et en plus, le vendredi, il fait la première séance d'essai avec la Mercedes. Donc il passe de la Mercedes à la Williams. Il y a quand même un petit gap de performance. Il y a un gap aussi en adhérence parce que la Mercedes était plutôt avec pas mal de traînées aéro, pas mal d'ailerons. Alors que chez Williams, on avait décidé de débraquer au maximum. Il colle une peignée à Latifi. Ça, j'ai envie de dire, en ce moment, c'est pas très compliqué cette année. Mais en plus, il marque des points. Et en qualif, il pouvait rentrer en Q3. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas en Q3 parce qu'il se rate dans la deuxième chicane. Mais vraiment, sinon, ça pouvait vraiment le faire. Hein. Il venait d'améliorer son premier secteur, Nyck de Vries. Il fait une très bonne qualif en Q1. Alors, il a eu un petit peu de mal sur les limites de piste pendant le week-end. Mais pas de disqualification pour Nyck de Vries. Et puis 9e place pour Nyck de Vries pour son premier Grand Prix. Chapeau, avec une Williams qui n'est pas si facile que ça à conduire. Non, chapeau Nyck de Vries. Et ça va peut-être faire réfléchir sur le niveau qu'ont les pilotes de Formula I. Parce que c'est vrai que certains disent bon, la Formula I, c'est un peu un championnat de merde. C'est un championnat qui est atypique au niveau des circuits, mais les pilotes sont plutôt des bons pilotes. Alors certes, il y a des grosses têtes brûlées en Formula I, mais il y a des bons pilotes. Sinon, il aurait été beaucoup plus rapide en Formula I. Ça, il n'y a pas de souci. Et Nyck de Vries, champion du monde de Formula I, champion également de F2. Alors, il avait mis du temps. Ça a été le problème de Nyck de Vries, c'est qu'il a mis beaucoup de temps avant d'être champion de Formule 2. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas pris en Formule 1, parce qu'il avait mis trop de temps à être champion de Formule 2. Il a été bon également en LMP2, que ça soit aux 24 heures du Mans ou autre. Donc Nyck de Vries dans une Formule 1 l'année prochaine, je trouverais pas ça déconnant. Chez Williams, je pense qu'il y a un peu plus de facilité qu'il soit chez Williams parce que le moteur Mercedes. Après, chez Alpine, on cherche aussi un deuxième pilote, hein, donc ça pourrait être chez Alpine. Mais il a quand même fait un très très bon week-end et c'était pas simple de commencer dès les EL3, foutre une peignée à Latifi, marquer des points, chapeau Nyck de Vries ce week-end. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, Aston Martin. Pas de rythme ce week-end. Vettel, c'est dommage en plus pour Vettel parce que dernier Grand Prix à Monza, il y a une histoire particulière entre Vettel et Monza. C'est là où il remporte son premier Grand Prix sous la pluie. Du côté de Monza en 2008 avec la Toro Rosso à l'époque, un Grand Prix vraiment dans des conditions des pluies diluviennes. On rappelle que Sébastien Bourdais était également très bien qualifié et qu'il a eu un problème technique. Il n'avait pas été verni en 2008, Sébastien Bourdais. Un été pluvieux même en 2008, parce que je crois qu'à Spa aussi on avait eu des conditions difficiles avec des conditions humides. Mais là il y avait eu des trompes d'eau pendant tout le week-end, il avait résisté à Kovalainen lors de cette course, et c'est vrai que le voir être autant en galère avec aussi peu de performance, avec une voiture qui est très difficile à conduire, c'est terrible. Comme l'a dit Franck Montagny pendant la course, mais j'avais vu ça également sur Twitter, hein, il y a des pages Twitter qui sont très informées là-dessus. C'est vrai que l'équerre qu'ils avaient sur l'aileron arrière, c'est énorme pour Monza. L'aileron était aussi vraiment braqué, donc forcément tu peux pas être performant. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que ta voiture est pas performante. Ce qui est incroyable à Aston Martin cette année, c'est le manque de performance de cette voiture. Alors ils ont plutôt bien travaillé en cours de saison pour faire progresser la voiture en termes d'évolution sur la voiture, mais une bouse, ça reste quand même une bouse. Alors t'as beau mettre des améliorations, ça reste une voiture pas top, et la Aston Martin cette année, elle n'était pas suffisamment performante. Ce qui est quand même inquiétant, c'est est-ce que dans les années à venir, ça sera mieux? Alors certes, Fernando Alonso, par exemple, on voit chez Alpine, il a fait du bon boulot, mais Aston Martin, c'est pas Alpine. Alpine, c'était déjà bien en place. Là, chez Aston Martin, même en termes d'organisation, c'est pas trop ça chez Aston Martin. Et pour le moment, ça risque d'être le problème. Et puis en plus, Alonso, je sais pas s'il connaît beaucoup de monde chez Aston. Il n'a jamais été proche de cette équipe.
Donc ça peut être un vrai problème pour lui. Et c'est vrai que là, ce week-end, Aston Martin, pas de rythme. Que ça soit pour Vettel ou pour Stroll, c'est compliqué, c'est compliqué ce week-end. Mais là, Stroll, il abandonne et de toute manière, il n'avait pas beaucoup de rythme. Je crois en qualif, c'était pas foufou, on va dire. Mais il est qu'à un dixième de Vettel. Donc il y a un dixième de Vettel, sauf que la bagnole marche pas. Alors j'ai entendu Franck Montagny lui a encore reproché son manque d'entrain. Quand on dit qu'il est pas fan de Formule 1, quand on dit qu'il s'en tape un peu de la Formule 1, je trouve que c'est assez... c'est ce que je disais à une époque, mais c'est oublier son attitude après les qualifs du Grand Prix de Turquie. Je pense que c'est quelqu'un qui aime la Formule 1. Alors après, on peut revenir sur l'aspect pilote payant. Mais j'étais du même avis que Franck Montagny, mais ce jour-là, il m'avait fait changer vraiment d'avis. Et puis quand il était allé aussi sur le podium à l'époque chez Williams, c'est un pilote qui peut être enjoué. Sauf que là, bon, bah, la bagnole marche pas, quoi. Hein. Alors oui, tu peux être plus enjoué, tu peux faire un peu le spectacle, ce que fait Ricciardo, avoir le sourire. Mais tout le monde n'est pas Daniel Ricciardo et quand ta bagnole marche pas, c'est compliqué. Oui, Franck Montagny était plutôt un pilote enjoué à l'époque, même avec une super aguerrie. Mais quand ta bagnole marche pas, ta bagnole marche pas. Et c'est frustrant pour Lance Stroll et il sait que en termes de performance, il est pas là depuis le début de saison. Et que le week-end, peut-être il était le plus proche de Vettel, l'un des week-ends où il était le plus proche de Vettel, bah ça marche pas. Donc compliqué pour Aston Martin. Bottas. Pourquoi Bottas? Parce que bah, je trouve que par rapport à Zhou, ça commence à être un petit peu inquiétant. Bottas, Zhou était certes derrière en qualification, mais en course, il me rentre dans les points. Zhou, Bottas est encore pas dans les points. Alors certes, il y a eu les pénalités pour Valtteri Bottas, mais même en qualif, c'était pas fou encore pour Bottas. Ça fait quand même depuis quelques courses où Bottas, la dernière fois il a marqué des points, c'était le Canada. Ça commence à remonter. Et c'est vrai qu'il a du mal, je trouve, en ce moment, Bottas. Il a du mal à être performant, à trouver des solutions sur sa voiture. Je trouve qu'en course, ça marche pas. En qualif, ça va un peu mieux, mais on sait que Valtteri Bottas a toujours été un pilote de qualif, plus qu'un pilote de course. Mais là, oui, il finit loin quand même de Zhou, parce qu'il finit un tour, Zhou est dans le tour de leader, et surtout, bah, Zhou marque des points, alors que lui, pas du tout. Alors, Zhou a jamais été véritablement en mesure de se bagarrer pour faire autre chose que dixième pendant le Grand Prix. Je regardais les écarts, il était toujours aux alentours de la dixième place, mais au moins, lui, il a pris des points. Alors que Bottas, bah, ça commence, je trouve, à être compliqué. Va falloir un peu rectifier la situation. Ce qu'on attend de lui aussi, hein, chez Alfa Romeo, c'est que ça soit un leader. Et là, il faut être un leader quand la situation est compliquée, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et puis Pérez, alors certes, on a sacrifié son week-end avec notamment cet arrêt au stand pour aller prendre le point du meilleur tour en course. Mais il y a quand même un gros retrait en qualification et je trouve que ça fait depuis quelques courses où là aussi l'écart avec Verstappen c'est vraiment alourdi. Alors certes la voiture lui convient pas, mais de là est à 1 seconde 2, faut quand même pas déconner non plus. Là l'écart ce week-end était vraiment trop important par rapport à Verstappen, que ça soit en course et en qualif, en essai aussi, où Verstappen était vraiment devant. Alors certes, la voiture lui convient moins en termes de pilotage, mais tu peux pas avoir 1 seconde. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas être à 1 seconde de ton équipier. Donc là aussi, Perez va falloir qu'il rectifie le tir. Et forcément, on le sacrifie. Parce que vu qu'il a pas de rythme, de toute manière, il aurait fini... il aurait pris la 3e place du championnat du monde. Il aurait perdu cette 2e place lors de ce week-end. Donc à lui maintenant de faire mieux. Mais ça va pas être si facile que ça pour notre ami. Mais voilà, il va falloir vraiment réussir à faire beaucoup mieux s'il veut revenir sur le devant de la scène, Pérez, et garder des chances pour cette 2e place du côté du championnat du monde de Formule 1. Les classements, alors vous les avez pas à l'écran parce qu'ils sont toujours pas sur Wikipédia en ce moment. Ah si, ils viennent d'apparaître sur Wikipédia, donc vous les aurez à l'écran.
335 points pour Verstappen qui est en tête du championnat du monde devant Charles Leclerc qui a 219 points, donc largement plus de 100 points d'écart. Charles Leclerc a 9 points d'avance sur Sergio Perez et 16 points d'avance sur Russell qui continue à être très constant dans ses résultats. On retrouve ensuite Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Esteban Ocon et 8e. L'écart avec Lando Norris s'est un peu agrandi. On retrouve ensuite Alonso Bottas, 10e, Pierre Gasly qui remonte, qui repasse devant Magnussen et Vettel 13e. Et Nyck de Vries donc marque ses premiers points en Formule 1 avec la 20e place. Du côté du classement du championnat du monde des constructeurs, Red Bull est en tête avec 545 points devant Ferrari avec 406 points qui reprend une chouille je crois d'avance. Non même pas. Attendez, si un peu d'avance pardon sur Mercedes. Alpine là perd un petit peu d'avance sur McLaren. On passe désormais à 18 points d'écart. Alfa Romeo 6e, As 7e, AlphaTauri 8e, Aston Martin 9e. Les 4 points quand même de Pierre Gasly font du bien pour reprendre un petit peu d'avance, 8 points d'avance désormais sur Aston Martin pour AlphaTauri. Et puis Williams, 6 points désormais et les premiers points marqués par un autre pilote que Albon, Nyck de Vries. Il égale la meilleure performance de l'équipe cette année qui était du côté de l'Azerbaïdjan. De Miami, pardon, avec la 8e place à l'époque de Albon, c'était du côté de Miami. Nous, on se retrouve pour le prochain Grand Prix. Hop là, ça sera Singapour, ça sera dans 3 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder TikTok, à mettre un pouce bleu, à aller voir Spotify également et EPS 2.0. Ça sera peut-être disponible sur d'autres plateformes, j'ai réfléchi également, le podcast. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.